Deuxième entretien sur l'un des pires philosophes des ténèbres, c'est-à-dire Voltaire. Voltaire, le XVIIIe siècle, on l'a appelé le siècle de Voltaire. Hélas, c'est une réalité, car Voltaire représente vraiment tout ce que le XVIIIe siècle peut avoir de diabolique, de ténébreux et de faux. Avec Voltaire, la marche vers la révolution s'engage, révolution qui sera anticatholique, puisque Voltaire est un ennemi acharné, n'est-ce pas, du catholicisme, c'est un anticléricalisme primaire. Et puis aussi, n'oublions pas, Voltaire est un des grands ancêtres des droits de l'homme, et les droits de l'homme seront affirmés contre Dieu, ce qui n'est pas une hypothèse théologique, puisqu'après 2 siècles de civilisation, entre guillemets, des droits de l'homme, le christianisme est en voie d'éradication à cause du mondialisme. Donc Voltaire est un ennemi de l'Église, est un ennemi du Christ, est un ennemi de Dieu. Et il est très représentatif de ce siècle que j'appelle donc le siècle des ténèbres, et qui est défaussement des lumières, pardon si je l'ai déjà dit dans d'autres entretiens, mais la vraie lumière vient de Dieu, et les lumières du XVIIIe sont celles des initiés du diable. Voltaire participe à l'encyclopédie dont je vous ai déjà parlé et qui est une encyclopédie maçonnique, parce qu'on va quand même évidemment avec Voltaire reposer le problème de la question maçonnique. Dans cette encyclopédie dirigée par Diderot, dans laquelle écrira aussi Rousseau, qui est autre ennemi acharné du catholicisme et qui par son contrat social aboutira à la République maçonnique. Malheureusement, Voltaire a du talent. C'est toute la question. C'est un littérateur de talent et sa plume, il la trempe dans l'encrier du diable. Il faut appeler les choses par leur nom. Alors, je sais qu'un certain nombre de nos contemporains, voire un grand nombre, ne croient pas à l'existence du diable. Et j'ai l'habitude de dire, ouvrez votre télévision, le diable, les adeptes du diable en tout cas, parlent tous les jours. Et puis regardez ce qui se passe dans les palais présidentiels, en le sachant ou sans le savoir, mais j'ai tendance à penser qu'ils le savent, notamment pour ceux qui sont francs-maçons, et qui représentent donc, et qui obéissent à ce que l'on appelle la synagogue de Satan. Ils nous mènent vers le mondialisme, qui est un mondialisme diabolique, nous sommes gouvernés par des adeptes du diable. Alors on pourrait croire que Voltaire a gagné. Et je vais donner 1 ou 2 citations qui sont tellement d'actualité que tout le monde va s'y reconnaître, n'est-ce pas? Il dit, parce que ce chantre des droits de l'homme et soi-disant de l'humanisme, dit la chose suivante: au peuple sot et barbare, il faut un joug, un aiguillon et du foin. C'est ce que nous vivons. Nous avons le joug, nous avons l'aiguillon qui est la coercition, et nous avons du foin, n'est-ce pas, qui sont des primes distribuées avec de l'argent que d'ailleurs la France n'a pas. Les gens qui croient que la France voltairienne va se placer au service du peuple se trompent totalement, parce que Voltaire est un ennemi des Français. Il est un ennemi du peuple, il est un ennemi des Français. Il écrit, voilà, il considère d'abord que le peuple de France est un troupeau de gueux, n'est-ce pas, qui n'ont pas le sens du noix, c'est son expression, un ramassis de sous-hommes, ou plutôt des chiens ou des singes. Il écrit: le peuple est entre l'homme et la bête, et la multitude sera toujours composée de bêtes brutes. Donc l'ancêtre des droits de l'homme, ne l'oublions pas, s'interroge même pour savoir, et je le cite, jusqu'à quel degré le peuple, c'est-à-dire 9 parts du genre humain sur 10, doit être traité comme des singes. Voilà. Nous sommes aujourd'hui du bétail, je ne veux pas employer le mot singe, on pourrait y voir des connotations racistes. Nous sommes du bétail, et on nous traite comme du bétail, avec un aiguillon et du foin. Voilà. Voltaire a gagné, mais évidemment tout à fait provisoirement. Ce que j'ai voulu dans ce livre, c'est contribuer à détruire le mythe Voltaire, comme si Voltaire était un grand esprit français et avait apporté à la France. Alors le siècle de Voltaire, c'est le siècle de l'imposture du rationalisme philosophique, de l'imposture des Lumières. Donc Voltaire lui-même est un imposteur de la raison.
Pour lui, la raison est matérialiste. Alors, il critique relativement Descartes, parce que Descartes avait encore recours à un sujet pensant, mais pour lui, la raison est dans la matière. Moi, je ne connais pas une matière qui raisonne ou une matière qui pense. C'est pas la pensée, elle est dans l'être, elle est dans Dieu et elle est dans l'être humain. Et sa philosophie, qui est piètre d'ailleurs, se caractérise par un refus de la métaphysique. Alors, quand on refuse la métaphysique, on fait de la métaphysique sans le savoir. Voltaire écrit « Philosophie paresseuse vaut mieux que théologie turbulente et chimère métaphysique. » Et non, la métaphysique n'est pas une chimère, la métaphysique est un choix. Soit on choisit de croire en Dieu et que Dieu est le créateur de l'univers, soit on refuse de voir, de comprendre que Dieu a créé le monde et l'homme, l'univers et l'homme, et à ce moment-là, on se place obligatoirement, sans aucune exception possible, dans ce que j'appelle un monisme métaphysique, c'est-à-dire une matière qui se penserait elle-même et qui se créerait elle-même, ce qui est une utopie pure et simple. D'ailleurs, Voltaire, en fait, est un assez piètre philosophe. Il n'invente pas grand-chose. Et pire que être piètre philosophe, vous savez qu'il a été élevé chez les jésuites, pas très longtemps, mais au départ, mais il est absolument nul en théologie, c'est-à-dire qu'il ne contredit pas la théologie, il est un peu comme Erasme, il ne pense qu'à se moquer des théologiens, avec plus d'aigreur qu'Erasme, mais sans aucune contradiction théologique, il est absolument incapable. Et en tant que philosophe, il n'a rien inventé. Le plus grand philosophe, si on peut s'exprimer ainsi en France, c'est Diderot, dont je vous ai parlé, mais qui est nuisance, mais qui est quand même un philosophe. Voltaire lui-même est plus un littérateur, c'est pas qu'un philosophe. Il n'a pas inventé, il reprend les errements de l'humanisme, c'est un héritier de l'humanisme, donc il a plus de talent qu'Erasme, qui se moquait déjà sans pouvoir contredire la scolastique. Il a un talent, il est sarcastique, bon, ça tout le monde le sait. Et Musset l'a très bien décrit en l'appelant l'homme au hideux sourire, n'est-ce pas? Il fait rire, mais en fait le rire qui soi-disant était le propre de l'homme est un rire tragique. Donc en fait, Voltaire n'est pas drôle du tout. Il est méchant, mais il n'est pas drôle. Et il est l'héritier en France de Locke, de Newton, évidemment. Et il va être un déiste dans la lignée de la franc-maçonnerie, dont le déisme remonte à Newton. Et le déisme de Voltaire, qui va abandonner quasiment pour l'athéisme sans l'avouer, est un déisme qu'il tient aussi d'un franc-maçon anglais qui s'appelle Bolingbroke. Et quand Bolingbroke, qui sert les jacobites, mais Voltaire va servir à la fois les hanovriens et les jacobites, comme je vous l'ai déjà expliqué, et le dieu de Voltaire, n'est-ce pas, va être le fameux horloger, l'architecte. Il appelle son dieu l'architecte. Or, l'architecte, c'est le grand architecte de l'univers. C'est pour cela, c'est parce qu'il ignore la vraie raison, c'est-à-dire celle qui avait été offerte par la scolastique et le Christ, qu'il est un imposteur de la raison et qu'il est aussi un imposteur de la tolérance. Voltaire est représentatif de ce que peut être un franc-maçon anti-catholique, même sans l'avouer. La franc-maçonnerie usurpe la tolérance puisqu'elle a été établie contre le catholicisme pour détruire le catholicisme. Ce que la révolution maçonnique fera, c'est-à-dire s'attaquer au trône qui protégeait l'autel, et malheureusement ce que la civilisation diabolique des temps modernes est en train de tenter d'achever, c'est-à-dire la fin de la civilisation chrétienne. Donc véritablement Voltaire, le XVIIIe siècle est le siècle des ténèbres voltairiennes, c'est aussi le siècle des ténèbres maçonniques, ténèbres encyclopédiques qui nous conduisent à la révolution, tous maçonniques. La vie de Voltaire lui-même, je voudrais le présenter en fonction de la guerre anticatholique menée sournoisement par les loges. Quand il est jeune, alors il est talentueux, il est poète, et il est remarqué il est introduit dans la Société du Temple, qui est un cercle paramaçonnique évidemment, par un abbé. Donc c'est un abbé apostat, comme il y en a malheureusement beaucoup au XVIIIe siècle.
Et c'est là qu'on lui donne le nom de Voltaire. Vous savez que son vrai nom c'est Arouet, et c'est une sorte d'anagramme qui est créé. Je n'ai pas d'explication savoir s'il y a un sens ésotérique ou pas. Mais c'est la Société du Temple. Ce sont des francs-maçons libertins, donc ils ne devraient pas l'être, puisqu'on ne doit pas être en principe un libertin et un franc-maçon, mais ils le sont tous. Et temple, ça veut dire héritage templier. Ce sont déjà des gens qui se revendiquent du temple. Et vous savez que pendant le XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie va par l'intermédiaire de Ramsay et de ce que j'ai parlé, dont j'ai parlé déjà une fois précédente, des hauts grades écossais, revendiquer un héritage templier. Un héritage templier qui est une imposture, mais que les hauts grades qui se greffent sur cet héritage illusoire vont permettre d'initier des nobles qui vont faire la révolution. Et Voltaire va y participer en réveillant plus tard le procès des Templiers. C'est lui qui reprend, donc il n'accrédite pas la légende templière de la franc-maçonnerie, mais il va se placer à son service en réveillant le procès des Templiers, avec d'autres procès évidemment, pour évidemment accuser l'Église. C'est pas comme si l'Église et Philippe le Bel étaient coupables d'avoir soit spolié, soit condamné des Templiers qui auraient été des personnes innocentes. Donc cette innocence des Templiers va servir, innocence fictive évidemment, va servir à Voltaire pour aider la franc-maçonnerie dans son combat contre l'Église. Un exemple très simple, c'est que dans les rituels maçonniques, vous avez un certain nombre de gens qui sont désignés comme les deux abominables. Les deux abominables, ce sont le roi et le pape, et que lorsque Louis XVI sera arrêté par la Révolution, il sera enfermé à la tour du Temple. Et les francs-maçons défileront en tablier maçonnique devant la tour du Temple en disant « vengeance est faite ». Donc si vous voulez, Voltaire participe à cette mythologie qui va permettre la vengeance fictive, mais la vengeance contre le roi de France. Le personnage lui-même qu'on vous présente comme quelqu'un qui veut le progrès de l'humanité est quelqu'un d'abord de très intéressé. Voltaire est un homme d'argent, ce qu'on oublie souvent de dire. Il est d'un milieu assez riche, il fréquente des puissants, il a parmi ses amis d'enfance un Benet, je crois qu'il y a le duc de Richelieu, qui sera un éminent franc-maçon, qui tombera dans l'illuminisme et qui aidera beaucoup Voltaire sur un plan financier, puis qui le protégera. Et il est aussi entouré par des banquiers. Bon, Voltaire est très intéressé par l'argent, il fait beaucoup d'affaires, et parmi ses amis, il y a notamment Tronchin qui représente la haute banque protestante, qui rentre en France, qui achète beaucoup de choses en France, à partir de la Régence. Après la mort de Louis XIV, 1715, le régent est lui-même un débauché, qui a besoin de beaucoup d'argent. C'est sous la Régence que les premières loges maçonniques sont installées en France, au service de l'Angleterre. Et il y a évidemment un certain nombre de scandales financiers dans l'affaire Law. Voltaire est l'ami d'un des concurrents, d'ailleurs, de Law, qui est Paris Duvernay. Il aura aussi des procès, parce qu'il y aura des détournements d'argent effectués par Voltaire. Et parmi donc ce grand ancêtre des droits de l'homme, donc très intéressé par l'argent, qui permet à l'argent et à la franc-maçonnerie de rentrer en France, qui a malheureusement l'avenir ne fera qu'accentuer ce phénomène, il faut signaler qu'il est quand même actionnaire dans des compagnies maritimes qui sont impliquées dans le trafic d'esclaves. Donc l'ancêtre des droits de l'homme considère l'esclavage comme une chose tout à fait normale et il méprise profondément les hommes de race noire des droits de l'homme actuels. Scandale, après un premier scandale, il va en Hollande, ce qui est une zone, on ne sait pas si... Scandale, après un premier scandale, il va en Hollande, ce qui est une zone, on ne sait pas s'il est initié. Premier scandale, il va en Hollande, ce qui est une zone, on ne sait pas s'il est initié en Hollande ou pas, donc il peut y faire des rencontres. Et après un des scandales, il va en 1726 en Angleterre. La grande question, c'est de savoir s'il a été initié ou pas en Angleterre. Il fréquente des francs-maçons, Bolingbroke dont j'ai parlé, qui était d'ailleurs venu à Paris, et Swift. Swift, c'est un littérateur qui a écrit le fameux Gulliver. Alors, Gulliver, c'est le géant, c'est-à-dire c'est l'initié, pour
donner un symbole, il est enchaîné par les Lilliputiens. Les Lilliputiens, c'est le peuple, hein, c'est la populace, les non-initiés, ceux qui n'ont pas la lumière. Donc ça, c'est un ami de Voltaire. Et Voltaire vit au crochet d'un riche commerçant, et il vit aussi au crochet du prince de Galles. Il va toujours être au crochet des puissants, c'est-à-dire qu'il va pousser au renversement de la monarchie sans le dire, mais il va toujours se servir, y compris financièrement, grâce aux puissants. C'est vraiment l'hypocrite. Quand il rentre en France, il passe par Saint-Germain-en-Laye. Ça, c'est extraordinaire parce que, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres conférences, c'est à Saint-Germain-en-Laye qui étaient les maçons écossais, les francs-maçons écossais. Pourquoi Voltaire passe-t-il par Saint-Germain-en-Laye? Après ce voyage en Angleterre, il écrit un de ses premiers textes mensongers, qui sont les lettres anglaises ou lettres philosophiques, c'est 1734. Alors il fait partie, avec Montesquieu, de ceux qui font croire au mythe, n'est-ce pas, d'une Angleterre vertueuse, alors qu'elle est fortement corrompue. Et je voudrais juste, si je retrouve, voilà, les lettres anglaises, donc qui sont un tissu de mensonges sur le statut. Voltaire ne dit pas que les catholiques sont persécutés en Angleterre. Il prétend que grâce au commerce et aux libéraux, l'Angleterre est riche, alors que le peuple d'Angleterre est dans une pauvreté bien pire, évidemment, qu'en France. Et il a cette phrase dans les lettres anglaises qui est de dire « Je n'ai de parti que la vérité ». Voilà, Voltaire prétend qu'il défend la vérité. Or, il écrit presque simultanément, peu de temps après, à un de ses amis « Il faut mentir comme un diable, non pas timidement, non pas un temps, mais hardiment et toujours. » Donc d'un côté, la défense de la vérité, d'autre côté, le mensonge. On se croirait aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous prêche une vérité obligatoire à suivre, et les médias et les hommes politiques passent leur temps à nous mentir. C'est voltairien. Nous sommes évidemment gouvernés par des voltairiens. Auprès de Madame du Châtelet, qui est une femme qui lui fait connaître Leibniz, du Châtelet, qui est une femme qui lui fait connaître Leibniz, l'alchimie. Bon, vous savez qu'il reprendra le personnage de Leibniz en se trompant à dire totalement sur Leibniz, parce qu'il accusera quasiment Leibniz d'être trop chrétien, mais il le caricature dans le personnage de Candide. Il va là se passionner pour l'alchimie, et quand il est à Cirey, officiellement, il n'est toujours pas franc-maçon, mais il se fait construire un tombeau, et ce tombeau est en forme de pyramide. C'est extraordinaire, ce goût pour les pyramides, qui est aussi toujours actuel. Je ne donnerai qu'un exemple, c'est la pyramide du Louvre. Vous savez que la pyramide du Louvre, en fait, elle a une symbolique. C'est la lumière, n'est-ce pas, qui est apportée sur le passé de la France. Le passé est obscur, donc c'est la lumière qui est apportée par cette pyramide sur le musée du Louvre. Et effectivement, il y a eu un discours assez récent devant cette pyramide. Chose extraordinaire, quand il est à Cirey, il se fait donc construire un caveau à l'extérieur de l'église, d'ailleurs, hein, pas dans l'église, mais de la chapelle. Et sur ce caveau, il fait graver un compas à une équerre. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire aussi. Et il écrit à un visiteur, même en 1736, mais qu'importe, il écrit « Nous cacherons les compas et les quarts de cercle et nous vous offrirons des fleurs ». Alors les fleurs, il y a aussi un symbole maçonnique. Mais enfin, c'est quand même une étrange formule pour un profane. Officiellement, Voltaire n'est pas encore franc-maçon à cette époque, mais enfin, tout indique qu'il l'est en vérité. Il a sans doute été initié en Angleterre. Vous savez qu'en France, c'est le Grand Orient qui établit les listes des francs-maçons officiels, mais qu'il peut y avoir des francs-maçons qui sont initiés ailleurs ou qui ne veulent pas être reconnus. En 1945, toujours par la faveur des puissants, et notamment de Madame de Pompadour, qui a été une catastrophe pour la France, Voltaire est à la cour, et alors ce chantre de la tolérance passe son temps à essayer de faire condamner ses adversaires. Il est d'ailleurs aidé pour les poursuivre par Sartine, qui est évidemment franc-maçon. Donc intolérance totale, on pourrait croire que la tolérance, que le fanatisme, c'est pas ceux qui l'accusent d'être fanatique, serait de toutes les religions. Alors Voltaire écrit une pièce sur Mahomet, mais en fait ça lui sert
à attaquer le vrai fanatisme pour lui, c'est-à-dire le catholicisme. C'est un biais. Enfin, il dit pas de mal de l'islam. Et d'ailleurs, il va écrire à la même époque, enfin, pas tellement de temps séparé, cette pièce, n'est-ce pas, qui est Zahir. Or, Zahir, c'est une chrétienne qui tombe amoureuse de son gardien musulman. Donc, Voltaire est totalement hypocrite. Ce qui résume Voltaire et sa fameuse phrase, c'est écraser l'infâme. L'infâme, c'est le catholique, c'est le catholicisme. Et il va continuer son périple en se rendant, alors après la mort de Madame du Châtelet, et il va se rendre auprès de Frédéric de Prusse, et créer le mythe du despote éclairé. Alors on sait très bien que Frédéric de Prusse lui-même est le jouet des francs-maçons prussiens, ça a été reconnu par Gaxot. Ça n'est pas du tout le grand Frédéric, c'est un malade mental, c'est un sodomite. Donc un despote, comment on peut dire, éclairé, et qui soit un peu interlope. Et il me semble que j'en connais aussi. Je ne sais pas si vous en connaissez, mais moi je pense à quelqu'un. Et il va là accréditer en vérité tout ce que fait Frédéric, qui bien sûr fait aussi la guerre à la France, c'est un ennemi de la France, et qui va mettre en place le fameux laïcisme du franc-maçon Lessing, inspiré, n'est-ce pas, par Mendelssohn. La grande question que j'ai posée dans mon livre, c'était de savoir si Voltaire n'avait pas été initié par les Rose-Croix, les fameux Rose-Croix, quand il est en Prusse. La Prusse est un pays où les Rose-Croix sont foison, et Voltaire va écrire à un des philosophes mineurs des Lumières une lettre dans laquelle il va s'adresser à lui de la façon suivante. Vous allez me pardonner si je la retrouve ou pas. Vous couperez ou vous c'est pas grave, vous vous laisserez, voilà, c'est pas l'importance. Voilà. Il écrit donc à Boyer d'Argens, qu'il a connu en Prusse, il écrit « Frère en Belzébuth ». Donc frère en Belzébuth, je l'ai dit l'autre fois déjà, c'est pas une formule anodine. Souvenez-vous de la parole sacrée que nous nous sommes donnée dans le caveau de Lucifer. Alors vous savez que les Rose-Croix tiennent leur lumière de Lucifer. Et la question est donc de savoir si le diabolique le diabolique Voltaire n'est pas lui-même devenu un Rose-Croix. Ce qui expliquerait beaucoup de choses. Quand il est donc en Prusse, les despotes ont leur caprice, donc il finit par partir. Et il faut comprendre qu'il a toujours flatté les puissants, mais qu'il a toujours méprisé les humbles. Il écrit d'ailleurs à un de ses amis « Mépriser le genre humain ». Donc le grand ancêtre des droits de l'homme méprise le genre humain. Lui-même est un personnage absolument épouvantable. Après la Prusse, il va à Genève, c'est pas le paradis calviniste. Et vous savez que sa propriété qui s'appelait Saint-Jean, il change le nom, il l'appelle les Délices. Enfin, c'est le choix hédoniste, mais c'est quand même extraordinaire qu'il ait débaptisé une propriété qui s'appelait Saint-Jean. Et c'est là qu'il dénonce Rousseau, son grand ami Rousseau, puis après son grand ennemi, il le dénonce aux autorités de Genève, et Rousseau va d'ailleurs avoir des graves ennuis à cause de Voltaire. Donc voilà le personnage tolérant. En 1756, il écrit l'essai sur les mœurs, c'est pas, qui est affligeant de conformisme, mais qui est toujours à la mode, où il fait l'éloge des Lumières. Et on oublie souvent, on ne donne plus ce texte à lire aux enfants des écoles, malgré le conformisme relativiste, tous les poncifs humanistes sont repris par Voltaire, comme si les religions étaient équivalentes, comme si les lumières de la raison pouvaient remplacer la religion, etc., toutes ces âneries. Mais dans ce texte, Voltaire s'avère antisémite. Alors je ne vais pas vous lire les phrases de Voltaire sur les Juifs, mais elles valent leur pesant. Je les cite, je ne veux surtout pas qu'on m'accuse. Et il faut savoir que dans ce texte aussi, il fait l'éloge de l'Orient. Alors il distingue deux Orients, comme je les distingue aussi, c'est-à-dire qu'il dit beaucoup de mal de Constantinople. Il fait partie des gens qui haïssent Constantinople. Pourquoi ? Parce que Constantinople a sauvé l'Europe. Parce que Constantinople a été un refuge pour les chrétiens jusqu'à la destruction par les musulmans. Et il va écrire
un conte aussi qui montre pour quel Orient Voltaire avec quel Orient Voltaire a des affinités, c'est Zadig. Zadig, c'est un oriental qui donne des leçons aux Occidentaux. On est dans la même dialectique que Montesquieu. Ce personnage qui voudrait se présenter comme quelqu'un d'adepte de la tolérance, de la raison, lui-même, sur un plan personnel, est un personnage absolument odieux. C'est-à-dire, il est odieux dans la société, puisqu'il poursuit ses adversaires, mais aussi dans la vie privée, ce qu'on ignore souvent. Par exemple, il crache à la tête du personnel. Il lit le courrier des employés. Il pique des crises de colère si jamais il perd au jeu ou si on le contredit. Et puis, pour vous montrer la moralité, n'est-ce pas, de ce héros des Lumières, il a aussi une relation avec sa nièce. Alors, sa nièce, une relation sexuelle, appelons les choses par leur nom, et sa nièce se laisse faire parce qu'elle attend l'héritage, évidemment, parce que Voltaire a beaucoup d'argent. Vous voyez, on est vraiment dans un milieu très très bien, qui peut nous donner des leçons, n'est-ce pas, on se croirait encore une fois aujourd'hui. Quand il devient à ce moment-là, il est à Ferney, après 1760, et il devient ce qu'on appelle le patriarche de Ferney, où il va recevoir tous les ennemis du catholicisme d'Europe, dont des illuminés. Alors j'avais déjà parlé d'un illuminé qui était avec Voltaire à l'Académie et qui était Villermoz, mais Voltaire va aussi recevoir à Ferney, il va recevoir beaucoup de rationalistes évidemment, beaucoup de philosophes athées, mais il va aussi recevoir le duc de Brunswick qui va être un des principaux illuminés de ce qu'on va appeler la stricte observance templière. Donc on est dans cette mythologie templière maçonnique qui va permettre d'embrigader des nobles et de les mener vers la Révolution. Voltaire participe à ce véritable complot. Il va écrire en 1763 à Ferney, donc le fameux traité sur la tolérance. Donc là, c'est pas la peine de dire que c'est tout toléré sauf le catholicisme. On reste évidemment dans l'écraser l'infâme, qui est sa vraie doctrine. Il aura des propos en disant que on peut étrangler des jésuites avec les boyaux des jansénistes. Enfin, il appelle au massacre qui auront lieu évidemment pendant la Révolution. Et il écrit aussi en 64 le dictionnaire philosophique, qui est un résumé de tous les poncifs, n'est-ce pas, progressistes, matérialistes, enfin toutes ces stupidités, toutes ces inepties, toutes ces utopies meurtrières qui vont déchaîner la violence pendant les 2 siècles qui vont suivre. Ne l'oublions pas. S'il y a eu 200 millions de morts au XXe siècle, Voltaire en est quelque peu responsable, la Révolution encore plus. Et puis, pour finir cette vie, il va officiellement devenir franc-maçon et rentrer dans la fameuse loge des Neuf Sœurs, n'est-ce pas? Vous savez que le Grand Orient est donc créé en 72, Voltaire va les Neuf Sœurs en 76, et Helvétius, n'est-ce pas, en est le vénérable, donc qui avait participé à l'encyclopédie, et quand il est initié quelque temps avant sa mort, donc il choisit la synagogue de Satan avant de mourir, et il va être initié donc aux Neuf Sœurs, ce qui fera un peu scandale d'ailleurs à l'extérieur, et chose extraordinaire, on ne lui a pas mis le bandeau. Alors, je ne vais pas citer, je cite dans mon livre un dictionnaire maçonnique qui nous explique bien qu'on ne lui a pas mis le bandeau. Mais si on ne lui a pas mis le bandeau, c'est parce qu'il avait reçu la lumière avant. Donc en vérité, Voltaire a donc très probablement été initié en Angleterre dès les années 25-26, et toute sa vie, hypocritement, il a servi la cause de la révolution maçonnique sans le dire, et en poussant évidemment à l'anticatholicisme. Quand il est mort, donc en 78, il a d'ailleurs regretté de mourir trop tôt pour voir la révolution à laquelle il appelait, et pendant la révolution, Voltaire va être le premier à rentrer au Panthéon. Le Panthéon, cimetière des héros maçonniques, entrer pas véritablement, parce qu'en fait, Mirabeau va y rentrer, puis on va leur sortir, pour X raisons. Mais Mirabeau illuminé, mais qui aura un peu servi le roi, donc on le sortira. Et Voltaire puis Rousseau vont être les 2 premiers à y rentrer. Alors le Panthéon
est une profanation de l'église Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève qui avait empêché la France d'être envahie par les initiés orientaux et les orientaux de l'époque, qui étaient les Huns. Et c'est une véritable profanation d'une église, c'est un scandale. Donc je pense que si un jour la France est libérée, il faudra rendre Sainte-Geneviève au culte catholique, exorciste. Le Panthéon est le cimetière des héros et malheureusement héroïnes maçonniques. Enfin, c'est un passage. Tout le monde n'est pas franc-maçon, mais enfin malheureusement la dernière entrée, cette pauvre danseuse qu'on exploite à des fins politiques avait été embrigadée par les loges. Je suis sûr que tout le monde le sait. C'est officiel. Si on fait le bilan, n'est-ce pas, de la carrière de Voltaire, le maître de ce siècle des ténèbres, il s'agit d'une véritable inversion des valeurs, c'est-à-dire que le rationalisme est devenu la folie moderne, la liberté est perdue puisque la liberté n'est offerte que par l'incarnation, etc., etc. Donc j'avais noté ici. Oui. Si on fait ce bilan. C'est l'une des pires idées fausses qu'il ait pu mettre dans la tête des Français, parce qu'en fait il a fait passer le faux pour le vrai. Voltaire a ce talent qui lui a permis de tromper. Il a enfermé les Français, l'esprit voltairien dont on se vante, c'est l'ignorance, n'est-ce pas, qui est une prétention de savoir, c'est une illusion totale. Donc on peut dire que le terror, lui-même quand il était à l'Académie française ou par l'intermédiaire d'Alembert a fait régner une véritable terrorisme intellectuel. Donc la dictature intellectuelle contemporaine, elle prend modèle de ce qu'a fait Voltaire. Et l'une des idées fausses, n'est-ce pas, les pires qu'il a pu introduire dans les esprits des Français, c'est que Saint Augustin disait croire pour comprendre. Voilà. On ne peut avoir une intelligence intelligere que grâce à la révélation, donc il faut une part d'accepter que l'homme, n'est-ce pas, reçoive la révélation de Dieu et qu'il ne se prenne pas pour un Dieu. Et le pire avec Voltaire, c'est croire ne pas croire pour ne plus comprendre. Parce que à partir du moment où on refuse la révélation, on croit qu'il n'y a pas de Dieu. Donc on rentre dans un irrationalisme et à ce moment-là, on ne peut plus comprendre le réel et le réel ressurgit. Donc j'espère qu'un jour, les Français comprendront que Voltaire n'est pas du tout le représentant de l'esprit français, mais de l'esprit anti-français. C'est évidemment d'une actualité totale, puisque la République, n'est-ce pas, qui nous brime, que nous subissons aujourd'hui est la République des Lumières, comme l'a très bien appelé l'anti-France, puisque l'anti-France est à notre pouvoir, est au pouvoir. L'anti-France est à notre pouvoir, est au pouvoir. Et j'espère que grâce à la croisade culturelle et aux événements, parce que le réel va reprendre le dessus, que la France sera libérée des forces occultes et de leurs collabos, et je reprendrai aussi la formule du feu Serge de Becquet, les co-allabos, puisqu'ils en font partie. Et donc la libération de la France aura lieu un jour, et je pense aussi qu'elle sera peut-être suivie d'une épuration. Je pense qu'il faut faire renaître la fille aînée de l'Église. Et pour ça, je rappellerai à tout le monde notre combat. Nous sommes des croisés. Je vous remercie.